Les femmes de droite d'Andrea Dworkin. Je me suis décidée à vous la lire, cette œuvre, et ça commence par une préface de Christine Delphy, Patriarcat et sexualité, pour une analyse matérialiste. Il existe peu de traductions françaises d'Andrea Dworkin. Cette inexistence de Dworkin dans l'univers de l'édition francophone est stupéfiante, révélatrice. Stupéfiante car de la vie générale, c'est l'une des autrices les plus importantes de la deuxième vague féministe, celle qui a commencé vers la fin des années 60. Toutes et tous lui concèdent une place éminente, même si c'est pour la déplorer, car elle a aussi été haïe qu'admirée. Et comme l'a dit John Berger, elle fut peut-être l'écrivaine la plus mal comprise du monde occidental. En 30 ans, elle a écrit et publié 14 livres, pour moitié des essais et pour moitié des romans. Quand elle meurt, en 2005, elle est en train d'écrire un autre essai sur la sauvagerie néocolonialiste du monde occidental. Dans ce monde francophone, elle est connue au Québec, en dépit de l'absence de traduction, jusqu'à la publication en 2007 du recueil Pouvoir et violence sexistes, que l'on doit aux forces militantes du site Sisyphe et de Martin Dufresne. Dans ce recueil est notamment publiée l'allocution qu'elle prononça le 6 décembre 1990. Les féministes l'avaient invitée à Montréal pour la commémoration annuelle du massacre des étudiantes de Polytechnique par Marc Lépine. Au Québec, le bilinguisme franco-anglais est fréquent et les ouvrages nord-américains sont couramment lus. En revanche, en France, en Suisse romande, en Belgique wallonne, en Afrique francophone, Dworkin est quasiment inconnu. Comparé aux traductions en allemand, en danois, en néerlandais, en suédois, en norvégien, les traductions de livres féministes en français sont rares. Certaines autrices, cependant, sont traduites. Pourquoi pas Dworkin ? La première raison du silence fait sur elle est sans doute que Dworkin est radicale. Elle écrit sur un sujet qui, alors qu'on prétend en parler, est en réalité toujours aussi tabou. La sexualité, et plus précisément l'hétérosexualité, et plus précisément encore, sa pratique et sa signification dans un contexte précis, la société patriarcale. Elle parle de sexualité dans un régime de domination, et de sexualité entre dominants et dominés. Un message difficile à entendre. On pourrait penser que depuis la deuxième vague du féminisme, ce sujet a été largement abordé. En fait, non. Ou plutôt, il a été et continue d'être abordé par ses bords, par ses côtés. Ce qui est mis en cause dans ce domaine de l'interaction entre dominants et dominés, ce sont les contraintes collatérales de la sexualité coïtale. L'interdiction de l'avortement, par exemple. Ce qui est revendiqué, c'est le droit pour les femmes de se prémunir contre les conséquences de cette sexualité, la liberté de la contraception, la liberté de l'avortement, ainsi que la liberté de participer à cette sexualité sans être punie ou ostracisée. Cette sexualité est ainsi vue comme étant, en soi, une bonne chose. Et elle serait encore meilleure, dit-on, une fois que la morale traditionnelle qui stigmatise l'activité sexuelle des femmes, les grossesses non désirées et les actes sexuels imposés par la force seront bannis. Le viol, par exemple, est vu comme une espèce d'excroissance malheureuse, pathologique de cette sexualité, ou encore une violence sans rapport avec la sexualité, tout en étant une violence différente des autres. Au fur et à mesure que les contraintes entravant le libre exercice de la sexualité par les femmes sont dénoncées, le champ de la sexualité licite, bonne, se rétrécit. On ne garde que ce qui est censé en constituer le cœur, la partie saine, la réciprocité et le désir. Cette vision n'est pas particulièrement féministe, elle existe dans la société en général comme un idéal et une définition officielle. Dans la vision féministe, comme dans la représentation officielle, les viols, les incestes, sont autant de transgressions, de même que les violences conjugales qui sont repoussées à l'extérieur de la définition du mariage. Et les féministes veulent transformer cet idéal en fait et cette définition officielle en norme réelle. C'est un des enjeux de la bataille entre le féminisme et la société patriarcale. Car si les violences conjugales, les viols, dans et hors mariage, les incestes existent avec la banalité qu'on leur connaît maintenant que les féministes l'ont dévoilé, et qu'ils se perpétuent, c'est bien qu'ils sont tolérés, sinon encouragés par la société. C'est bien que la norme ne correspond pas à l'idéal, que la sexualité patriarcale n'est pas exempte de violence, que la violence en est une partie intégrante,
que sous la définition officielle et idéale existe une norme réelle qui permet, accepte, approuve la violence. C'est ce que dit Andrea Dworkin, et c'est ce que dit aussi Catherine McKinnon. L'un des thèmes de la campagne française contre le viol de 1976 était que la violence n'est pas de la sexualité. Catherine McKinnon a quant à elle dit très tôt que la violence est de la sexualité, que la sexualité hétérosexuelle, surtout, consiste dans le régime patriarcal en l'érotisation de la violence. Ce message-là est difficile à entendre. Il est difficile à entendre par les hommes, bien sûr, mais aussi par les femmes, et comment ne le serait-il pas? Les individus des deux genres sont éduqués à être des deux genres, à se définir d'abord et avant tout comme membres de ce qu'on appelle une catégorie de sexe, d'un genre. Il n'existe d'ailleurs pas d'identité individuelle distincte de l'identité de genre. Et dans la définition de chaque genre, l'hétérosexualité occupe une place primordiale. C'est l'horizon de l'enfant, aussi loin que remontent ses souvenirs. C'est avec l'autre genre qu'on aura des contacts sexuels, c'est avec l'autre genre qu'on se mariera, qu'on aura des enfants, mais cet horizon à la fois non choisi et désiré, cette destinée, n'a pas la même force de coercition pour les dominants et pour les dominés. Aussi, quand Dworkin écrit que les hommes baisent les femmes et que l'acte sexuel c'est ça, combien de femmes peuvent-elles entendre cela? L'amour, les enfants occupent une place dans la vie des femmes qui n'est pas la même que dans la vie des hommes. Hier et aujourd'hui, on attend cela des femmes. C'est aussi ce que les femmes attendent de la vie, même si ce n'est pas la seule chose. Elles se rebellent contre l'impératif de choisir entre leur vie familiale et le travail, entre leur affect et leur cerveau, parce qu'elles ne veulent pas sacrifier ce qu'on leur dit être, et ce qu'elles pensent être indispensable à une vie réussie, ce qu'on appelle leur vie de femme. Il n'existe pas d'expression symétrique, vie d'homme. Or, Dworkin écrit, dans tous ses livres, et dans celui-ci aussi, que la baise est dans notre culture une humiliation. Pas telle ou telle baise, mais toutes les baises. Là réside la source du malaise pour nombre de féministes. D'un côté, aujourd'hui, la majorité des femmes essaie de redéfinir la sexualité comme lieu du désir et du plaisir, de la redéfinir comme non seulement opposée, mais contraire à la violence, au viol, à l'inceste, à la prostitution, de la raboter pour n'en garder que ce qui est bon, pour faire autre chose de l'acte sexuel que de la baise. De l'autre côté, pourrait-on dire, Dworkin insiste et démontre dans ce livre la continuité entre toutes ces formes de sexualité. Faire l'amour, c'est baiser, la baise, c'est le viol, et le viol, c'est la baise. La prostitution, c'est le viol, et la baise, c'est la prostitution. Au moment même où d'autres féministes essaient de construire un cordon sanitaire autour d'une sexualité débarrassée de ses scories, Dworkin dit que ce ne sont pas des scories, mais des éléments constitutifs de la sexualité patriarcale, que la volonté d'humilier, de rabaisser, d'annihiler la personne femme n'est pas spécifique à tel ou tel type de baise, mais qu'elle existe dans la définition, dans le cœur, qu'on voudrait pur, de l'acte sexuel hétérosexuel. Un pessimisme radical? Quelle femme hétérosexuelle n'aurait pas l'impression qu'on lui demande d'abandonner ce qui n'est peut-être pas parfait, et qui peut être amélioré, et qui de toute façon est central aujourd'hui dans une vie de femme. Dans ce livre-ci, Dworkin dresse le tableau d'une domination absolue, d'une volonté masculine implacable, d'éliminer les femmes de la catégorie des personnes, non seulement dans la vie sociale en général, mais aussi dans la propre tête des dominés, si bien que certaines femmes ne tentent même pas de lutter et de plus considèrent celles qui le font comme leur ennemi. Ce sont les femmes de droite. Ce tableau d'une noirceur parfaite est le même que celui qu'elle brosse dans Pornography et dans Intercourse, deux ouvrages théoriques majeurs. Il est cependant moins détaillé que dans ces deux livres, plus factuels, plus historiques et plus accessibles, et surtout, il débouche sur l'étude des raisons qui font que certaines femmes, qui ne sont en rien minoritaires, choisissent pour elles-mêmes et recommandent aux autres d'adopter un rôle et une place traditionnelle. Cet angle d'approche, absent des autres livres, est important parce qu'il permet de mesurer à quel point Dworkin pense la situation désespérée. Si de toute évidence elle regrette que ces femmes fassent ce choix et refusent la lutte,
Elle ne les condamne pas pour autant. Au contraire, elle les dépeint comme des femmes lucides, qui estiment qu'elles ont affaire à un pouvoir trop vaste, à des forces trop puissantes pour pouvoir envisager de gagner, et qui préfèrent se ménager un espace dans ce qui est à leur portée immédiate de leur vivant, plutôt que de courir les risques qu'implique un combat par trop inégal. Dworkin comprend les femmes de droite. Je cite, « Les femmes de droite ont raison de dire qu'elles valent plus au foyer qu'à l'extérieur. L'argument selon lequel le travail hors du foyer rend les femmes sexuellement et économiquement autonomes des hommes est tout simplement faux. Les femmes sont trop peu payées. Tandis que les féministes savent qu'avec un salaire égal et pour un travail égal, les femmes pourront acquérir l'indépendance sexuelle en même temps que l'indépendance financière. Mais les féministes ont refusé de tenir compte du fait que dans un régime social misogyne, les femmes ne recevront jamais ce salaire égal. » Dworkin dit qu'elle serait naïve de penser qu'elles ont simplement raté le train des années 60. Elles ont tiré des leçons de ce qu'elles ont vu. Elles ont vu le cynisme des hommes utilisant l'avortement pour baiser plus facilement des femmes. Quand l'avortement a été légalisé, elles ont vu un mouvement social de masse visant à garantir aux hommes, à leurs conditions, l'accès sexuel à toutes les femmes, soit le déferlement de la pornographie. Et oui, elles relient ces deux enjeux, et pas en raison de quelque hystérie. L'avortement, disent-elles, prospère dans une société pornographique. La pornographie prospère dans ce qu'elles appellent une société de l'avortement. Ce qu'elles veulent dire, c'est que les deux réduisent les femmes à la baise. Si Dworkin comprend les femmes de droite, c'est qu'elle partage avec elles un pessimisme radical. En tous les cas en apparence. C'est ce qui rend son message si difficile à entendre par les femmes qui ne sont pas de droite, par celles qui ne sont pas résignées au statu quo et qui luttent pour un changement qu'elles croient possible et parce qu'elles le croient possible. L'intimité sexuelle est censée être en dehors du social. Non seulement elle la croit exempte des rapports de force hors chambre à coucher, mais elle croit que c'est là qu'elles ont une chance de rattraper leur désavantage vis-à-vis des hommes. L'amour est toujours présenté comme le pouvoir des femmes, comme l'antidote à la domination. Toutes ces femmes, toutes ces féministes, qui essaient de construire d'autres relations avec les hommes, qui disent qu'elles y parviennent, qui disent aussi qu'elles n'y parviennent pas encore, pas avec celui-ci, mais avec le prochain, pas aujourd'hui mais demain, qui refusent de laisser tomber le manche après la cognée, qui se battent jusqu'au bout, et qui ne parleront pas de leurs échecs, ni de leurs doutes, ni de leur amertume, qui les envahit, parce qu'il ne faut pas décourager les autres, parce que ce serait s'avouer vaincu, parce que le patriarcat leur répète sans cesse qu'il est sur le point de changer, qu'elles ont presque gagné, que ce serait dommage qu'elles abandonnent maintenant. Alors, est-ce que les femmes de droite ont raison ? Ce n'est pas la question que Dworkin pose, en effet. La question pour nous aujourd'hui est-elle de savoir si les femmes de droite ont raison ou non ? La question est elle-même de savoir si l'avortement est une bonne chose ou non ? N'est-elle pas plutôt de nous demander à quelles conditions, dans quelles circonstances, environnés de quels autres acquis, protégés par quelles garanties, est-ce une bonne chose ? De nous demander dans quelle mesure, non seulement l'avortement, mais tous les autres gains du mouvement féministe sont-ils susceptibles d'être saisis par les hommes comme des armes et retournés contre les femmes, de devenir la base de nouvelles formes d'oppression ? Est-ce que cela n'est pas le cas de la révolution sexuelle, de la liberté sexuelle ? Aussi bien celle d'aujourd'hui que celle d'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, raconte Dworkin, dans les années 60 aux États-Unis, la révolution sexuelle fut l'occasion pour les leaders de la gauche, du mouvement des droits civiques ou du mouvement contre la guerre du Vietnam, de constituer de véritables harems. La liberté sexuelle enjoignait aux femmes d'être disponibles aux hommes sous peine d'être considérées par la gauche, les hommes dits de gauche, comme non libérés. Et hors du label baisable, ou encore baisable quelques jours, il n'y avait point de salut, point de place pour les femmes. Stokely Carmichael, un leader des droits civiques, le disait ingénument. La seule position pour une femme dans le mouvement, c'est sur le dos. Ce n'est pas seulement la disponibilité sexuelle que les hommes exigeaient des femmes, ils niaient dans le même mouvement leurs caractéristiques humaines, ils niaient qu'elles pouvaient avoir, qu'elles avaient des idées, ils niaient simplement qu'elles avaient le droit d'exister tout court, sur leur dos ou pas, baisables ou pas, avec ou sans idées. Cette exploitation des femmes
dit de gauche par les hommes de gauche, dans un grand mouvement étudiant de cette époque aux États-Unis comme en Europe, leur mise au pas pour servir les hommes, renéoter leurs tracts, distribuer leurs tracts, laver leurs chemises et ouvrir les jambes, a joué un rôle important dans la renaissance du mouvement féministe autour des années 1968-1970 dans tous les pays occidentaux. Backlash. Mais qu'est-elle arrivée à la tentative féministe de redéfinir la sexualité ? S'il est un domaine où nous avons échoué, c'est bien celui-là. En 1971, des femmes d'un petit groupe maoïste publiaient dans Libération un texte intitulé « Votre libération sexuelle n'est pas la nôtre ». C'était à mot couvert la critique d'une hétérosexualité centrée sur le coït, sur l'orgasme, sur le pénis. Qu'est-elle advenue de cette critique ? S'est-elle développée ? S'est-elle enrichie de la lente émancipation des lesbiennes ? A-t-elle produit des ouvrages sur la prééminence et l'obsession du coït, largement partagés dans toutes les cultures du monde actuel, ou tout au moins celles qu'on connaît ? Prééminence dans la pratique hétérosexuelle et obsession dans la symbolique. Le coït est perçu, pensé comme une représentation de la hiérarchie des genres, et même comme une origine de cette hiérarchie. Les gynécologues ont-ils cessé de parler de rapport ? Avez-vous des rapports pour signifier exclusivement la pénétration phallo-vaginale ? Hors de ça, vous n'avez pas de sexualité. Bien au contraire, la culture populaire, celle des films et des séries télé, ne montre plus que des rapports qui se réduisent à une pénétration pénible, aussi brève que brutale. La différence avec avant, c'est qu'avant, les femmes étaient supposées ne pas aimer l'acte sexuel. L'acte sexuel est resté le même. Le coït décrit plus haut, mais aujourd'hui, les femmes sont censées le demander. C'est ainsi qu'elles sont censées accéder à la sexualité. C'est un immense, profond backlash en matière de sexualité que nous assistons depuis plus de 30 ans. Il n'est pas pris en compte dans les études féministes en France, mais il l'est au Québec sous le nom d'hypersexualisation. Sous ce terme sont regroupés plusieurs phénomènes qui ont tous à voir avec le retour d'un sexisme vengeur, franc, massif, qui apprend aux garçons via la pornographie, qui est devenu un élément banal de la culture populaire et le manuel de sexualité des jeunes, que les femmes leur appartiennent et n'existent que pour leur servir et les servir sexuellement. On pourrait penser que les thèses de Dworkin sont aujourd'hui datées, que la réalité a changé, ou encore, comme beaucoup l'ont prétendu, que Dworkin est essentialiste, qu'elle estime que toute pénétration est en soi un viol. Ces assertions font partie de la campagne de critique injustifiée à laquelle son œuvre a été confrontée. Dworkin, loin d'être essentialiste, est, cela saute aux yeux si on la lit, constructionniste. Elle sait très bien et le dit, que la violence de l'acte sexuel, fucking, ne réside pas dans l'anatomie, que ce soit celle des hommes ou celle des femmes, mais dans la signification qui est donnée à cet acte par la société, dans l'interprétation. Mais comme toute interprétation, l'interprétation de la pénétration coïtale ne peut pas se faire sans prendre en compte l'ensemble du contexte. Un contexte qui va des formes de cet acte à ce que les protagonistes en disent et en pensent, à ce que la société en dit et en pense, et à la position dans la structure sociale de chaque protagoniste. C'est bien pourquoi Dworkin lit, entre autres, sexualité et niveau des salaires. Dworkin apprécie les tentatives de Sheer Height et de nombreuses autres femmes de resignifier la pratique de la copulation comme un enveloppement. Mais le fait est que la culture contemporaine, comme celle d'il y a 50 ans, la conçoit comme une prise de possession, l'homme prend et possède, comme une conquête et donc comme une violence, violence physique de l'acte et violence métaphysique du sens. Et que contre ce consensus, cette mer de littérature, cet océan de blagues, ce tsunami de jeux de mots, de regards, d'allusions, d'histoires cochonnes, que déverse quotidiennement une culture obsédée par la sauvagerie du sens coutumier de la copulation dans la guerre pour la préservation du patriarcat, l'interprétation à contre-courant de ces femmes, nombreuses mais isolées, ne fait pas le point. Pour ne prendre qu'un exemple parmi des milliers de ce surcroît de franchise dont le backlash nous gratifie depuis une vingtaine d'années, cette scène d'un film français récent, La vérité si je mens 2. L'un des personnages hommes drague une femme au téléphone en lui disant « Je suis un marteau pilon, je vais te casser tes petites pattes arrière ».
Il lui dit en somme que la femme qui acceptera ce rapport en acceptera l'intention hostile. Car l'intention de ce marteau-pilon n'est pas de casser les jambes d'une femme, son ambition est bien plus grande. Elle est de dénier à cette femme sa dignité, plus encore, son humanité. Le même désir d'humiliation, de destruction psychique qui a inspiré l'agresseur jusqu'ici non identifié de Nafissatou Diallo et inspire tous ses frères en viol. L'ultime victoire étant d'obtenir que la femme adapte son désir jusqu'à jouir de sa propre destruction et se conforme enfin à l'archétype du masochisme féminin que Freud conseille aux femmes pour avoir de bonnes raisons de les mépriser ensuite. L'idéologie sadomasochiste se répand jusque dans les milieux féministes. Apparue aux États-Unis au milieu des années 80 et soutenue comme féministe notamment par Gail Rubin, anthropologue, et par Pat Khalifa, auteur de pornographie lesbienne. C'est la même chose que la pornographie tout court, mais entre femmes. L'idée que le désir exige nécessairement un différentiel de pouvoir entre deux pôles, un peu comme l'électricité, se répand en Amérique du Nord. Elle arrive en France dans la dernière décennie, poussée par une alliance de lesbiennes et d'hommes hétérosexuels qui trouvent tout ça très gai et finalement pas très différent de ce qu'ils ont toujours pensé et pratiqué. Elle est notamment propagée dans les milieux d'études féministes par Judith Butler et Éric Fassin. Le genre est inclus dans cette histoire et réduit par la théorie queer au rôle des uns et des autres dans les scénarios sexuels, où, de façon peu surprenante, le masculin est actif et porté à la domination, le féminin passif et porté au consentement. La nouveauté, ce qui fait que c'est vraiment différent selon Fassin, c'est qu'on peut intervertir les rôles chaque soir. Le lundi c'est elle, le mardi c'est moi. On peut aussi prétendre que ces rôles sont des jeux, c'est pour rire, qu'ils sont consensuels, important ça, et que, limités à l'activité sexuelle, ils n'en sortent pas, ne débordent ni ne déteignent sur la vraie vie, que le dominant et le dominé, au lit, la veille, redeviendront des partenaires égaux et respectueux l'une de l'autre le matin venu. Ces mythes ont été démentis dès 1982 par des femmes ayant pratiqué le sadomasochisme, mais peut-on croire que le genre commence et s'arrête à la sexualité ou qu'il ne dépend que de la performance des individus ? Comment celle-ci pourrait-elle modifier, par exemple, la discrimination au travail ? Comment pourrait-elle effacer la marque indélébile du genre, imprimée sur tous les papiers de la vie sociale ? Depuis la carte d'identité jusqu'au questionnaire commercial le plus anodin, marque que l'individu n'a pas le droit de falsifier ou de dissimuler, et qui décide de son destin, de sa naissance à sa mort ? Le sadomasochisme aujourd'hui est revendiqué. Une jeune femme française peut dire à la télévision qu'elle aime être embrochée comme un morceau de viande. Pourquoi pas ? Si c'est ce qui leur fait plaisir, répondent la sagesse populaire et les mouvements dits pro-sexe qui ont décrété que le plaisir sexuel est le bien le plus précieux de la vie. Mais interrogée quant à savoir si elle éprouve ce fameux plaisir, la même jeune femme répond que non, que ce qu'elle recherche, c'est le plaisir de l'autre. C'est ici qu'il faut s'arrêter et se demander « qu'est-ce qui a changé ?» Ne sommes-nous pas revenus au point de départ après un long détour ? Non, pas tout à fait, car maintenant nous disposons, pour justifier le sadisme des hommes et diriger les femmes vers le masochisme complémentaire, une théorie pseudo-féministe. Elle est dommageable pour la sexualité, le féminisme, la théorie du genre. En effet, le genre est la catégorisation hiérarchique qui crée deux groupes, les femmes et les hommes. Il a été dénaturalisé par des générations de féministes qui l'ont détaché de l'anatomie. La théorie queer le renaturalise en le présentant comme un fait, un donné inamovible du psychisme humain. Cette théorie a été réfutée avec vigueur aux États-Unis, mais le débat américain entre féministes, qu'on a appelé les sex wars, n'est pas connu dans le monde francophone, ou plutôt, on n'en connaît qu'un des deux camps, le camp sadomaso. Dans ce climat culturel, les efforts déployés par des femmes isolées pour imprimer une autre signification à la sexualité hétérosexuelle dans leurs relations individuelles peuvent-ils avoir des effets dans le réel ? Tant que le coït restera l'acte sexuel, la fin obligée de toute relation sensuelle, à défaut duquel on considère qu'il ne s'est rien passé, tant que toutes les autres pratiques sexuelles, y compris entre femmes et hommes, surtout entre femmes et hommes, seront dévalorisées, même ignorées, et tant que la question ne sera pas posée comme Dworkin la pose, de façon collective et politique, puisque tout ce qui concerne la domination masculine est une question politique. Réintégrer la sexualité dans le tableau de l'oppression.
Et c'est à ce point aussi qu'on se rend compte de la différence que fait le matérialisme de Dworkin dans l'analyse de la sexualité. Elle ne sépare pas, et cela est particulièrement évident dans les femmes de droite, tel ou tel domaine de tel autre. Elle ne sort jamais du tableau global. La sexualité n'est pas un monde à part, comme le veut notre culture, et comme le veulent aussi les thèses queer. Celle-ci, comme on a vu, tout en prétendant suivre les théories féministes qui ont dénaturalisé le genre, en fait le remettent au centre de l'histoire, et comme quelque chose d'ineffaçable. Il est vain, dit Fassin, d'espérer abolir le genre. Prédiction autoréalisatrice dès lors que le queer l'a placé dans ce qui constitue pour notre culture la part préculturelle, la part naturelle, dite naturelle des pratiques humaines, la sexualité. Il n'est donc plus question de construction sociale, ou plutôt, la construction sociale ne concerne que l'attribution arbitraire d'un genre sur la base du sexe atomique, dit la théorie queer. De plus, par genre, le queer n'entend plus l'ensemble d'une position, d'un statut et des obligations qui en découlent dans le système de genre, mais entend uniquement les rôles érotiques, et revendique que tout individu puisse jouer tous les rôles. Tous les rôles, car il semble y avoir une infinité de rôles, qui sont parfois dans cette théorie appelés genre, mais ils sont tous situés sur la même droite, celle qui relie les deux pôles, masculin et féminin, et sont donc des stations ou des degrés sur cette ligne unique qui reste définie par ces deux extrémités, sado et maso. La liberté, c'est d'inverser les rôles et de prendre plaisir tantôt à dominer, tantôt à subir la domination pour s'en jouer. Cette liberté à choix multiples, c'est-à-dire deux, serait donc dans la théorie queer le noyau naturel et intangible de la sexualité humaine. C'est pourquoi, disait Foucault, et le répètent après lui Marcella Yacoub et Catherine Millet, rien de ce qui est sexuel ne devrait être réprimé. En somme, le queer a adopté, jusqu'à un certain point, la théorie matérialiste. Le genre est dissocié du sexe comme organe anatomique, mais il n'est pas dissocié d'une pulsion sexuelle sadomasochiste, masculine, féminine, qui, elle, est supposée performer antérieure à la culture et donc plus forte que celle-ci. Pour le queer, comme pour notre pensée tant savante que populaire, la sexualité est ce qui ne peut pas être maîtrisé, ce qui nous maîtrise. C'est ainsi qu'une nouvelle théorie vient sauver et revivifier une vieille lune occidentale, une vieille rengaine de cette culture patriarcale, comme toute culture de la domination, se prétend la victime de ce qu'elle a fabriqué et ouvre les mains dans le geste classique du désespoir. Je voudrais bien que ça change, mais vous voyez bien que je n'y peux rien. Dans cette posture-là, qui est pessimiste, c'est cette posture-là, qui est pessimiste. Andrea Dworkin, contrairement à ce que pensent celles et ceux qui font une lecture superficielle de ses écrits, refuse ce désespoir. Et c'est pourquoi son pessimisme n'est qu'apparent. Oui, dit-elle, on peut changer. Non. Les hommes ne sont pas condamnés par leur anatomie. Leurs hormones ou leur inconscient au sadisme. Non, les femmes ne sont pas condamnées au masochisme. L'humanité n'est pas condamnée à ce choix restreint. Dworkin a toujours tenté de convaincre les hommes, tout autant que les femmes, que la sexualité n'est pas un domaine à part, un domaine où le cerveau reptilien ou l'inconscient mènerait la danse. Elle a expliqué pendant 30 ans que la haine des femmes est la haine normale, classique, du dominant pour le dominer, que cette haine de l'autre, qui chez l'autre devient haine de soi, qui s'exprime dans la sexualité et dans ses fantasmes, même si ce n'est pas la seule chose qui s'exprime. Qu'en dernière instance, le responsable est le patriarcat qui dirige nos corps et nos têtes, nos désirs et nos plaisirs. Mais le patriarcat n'est pas la nature humaine, il n'est pas un fatum, il est une organisation sociale qu'on peut changer, qu'on changera par la lutte. Comme toute l'œuvre de Dworkin, les femmes de droite brillent de l'éclat de ce paradoxe. Ce qui paraît le plus noir, c'est ce qui est éclairé par l'espoir le plus vif. Christine Delphi, écrit en 2012. C'était la préface des femmes de droite.